Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et merci de nous suivre encore et toujours. Les Artésiens, salut les amis. Bonsoir. L'actualité, vous le savez, c'est le problème inextricable de la dette en France, alors que la note souveraine de notre pays vient d'être dégradée à plus, comme Malte, l'Estonie ou encore la Belgique dans la zone euro. Du coup, la proposition de l'économiste Gabriel Zucman, taxer les ultra-riches pour éponger le déficit, se retrouve au cœur du débat économique. Il y a un refus de s'attaquer sérieusement au problème de la non-taxation des ultra-riches. Toute la question pour les mois et les années qui viennent, c'est comment est-ce qu'on va réussir à mobiliser cette richesse privée pour résoudre nos problèmes de dette publique. La clé de la pacification sociale, est-ce une plus grande justice fiscale en France qui ciblerait les ultra-riches? Ça rapporterait combien au fait et avec quel risque? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Oui. On va parler d'une croix rouge. C'est ça, oui. Fond blanc. Des manifestations gigantesques à Londres ce week-end à l'appel du militant d'extrême droite Tommy Robinson avec effectivement Elisabeth, deux drapeaux qui se distinguaient, l'Union Jack bien sûr, drapeau du Royaume-Uni et ce drapeau blanc avec une croix rouge. Je vous raconte son histoire tout à l'heure. Saint-Georges. La croix de Saint-Georges. Et vous, Marie? On va en Autriche où trois religieuses octogénaires se sont enfuies de leur maison de retraite. L'histoire de ces nonnes rebelles a ému tout le pays. Ah, les nonnes en cavale, merveilleux. À tout à l'heure. Et pour commencer, l'itinéraire hors norme d'une femme qui vit avec la mort depuis plus de 20 ans, aimer pratiquer des autopsies, faire des prélèvements corporels, inciser à la scie ou au scalpel pour notre invitée Karine Dabadi, urgentiste puis médecin légiste. Autopsier, c'est établir ou rétablir une vérité fondamentale, aussi douloureuse soit-elle. On la retrouve tout de suite. Karine Dabadi, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et bonsoir. Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous faites paraître, coécrit avec Macha Seri, la journaliste Macha Seri, Corps, 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 aux éditions du Globe. 3 fois corps, effectivement. Le corps est au cœur de votre pratique de légiste. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a une phrase sur laquelle je voudrais que vous reveniez dans cet ouvrage. Les morts ne me tourmentent pas, c'est les vivants qui me hantent. Oui. C'est étonnant de la part de quelqu'un qui se pratique la médecine légale, on pourrait se dire. Oui. Cette phrase, pour moi, elle est extrêmement importante parce que c'est vrai qu'on a une image de la médecine légale. On se dit, oh là là, le mort, ça doit vous faire peur. Ouais. Le mort, ça ne fait pas peur. On est là justement pour parler pour eux. C'est ce que j'essaie d'exprimer. Et effectivement, quand je dis que ce sont les vivants qui me hantent, parce qu'on a une personne devant nous, avec effectivement son corps, d'où l'importance, ce qui ressort de ses mots, de son visage, de ses expressions. Et ces mots, effectivement, me hantent, mais positivement, en fait, vont me faire avancer, me dire comment est-ce qu'on peut mieux s'améliorer. Et on garde effectivement cette image d'eux en permanence. Et c'est ce que j'ai voulu dire à travers cette phrase. Voilà. Alors, votre profil idéal, vous l'avez, il est réalisé Gaël Legras pour évoquer justement la médecine légale qui concerne les morts mais aussi les vivants. Et ça, on l'oublie un peu. On vous retrouve juste après. Karine Dabadi, dans Corps, 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 vous exposez votre passion pour votre métier de médecin légiste. Vous n'éludez ni les détails ragoûtants, ni les histoires dramatiques. Alors pour plonger dans le quotidien de cette profession finalement mal connue, vous avez le profil idéal. Dans la fiction, les médecins légistes sont souvent cantonnés à des stéréotypes. Il était déjà mort au moment de l'immersion. Regardez ces traces. En observant ces représentations culturelles, vous pestez parfois contre une certaine désinvolture scientifique. Et dans votre préface, vous précisez d'ailleurs « Ce livre ne peint pas le médecin légiste en enquêteur hors pair résolvant des énigmes criminelles ». Une partie de votre activité consiste bel et bien à disséquer des cadavres lors d'autopsies. Oui, on découpe et on pèse de la chair, du muscle, des organes. Et pour dater le décès, on mesure sur une scène de crime la température corporelle par introduction intrarectale d'une sonde. Mais vous rappelez aussi que la médecine légale ne se résume pas à la thanatologie. Elle consiste avant tout à examiner les personnes vivantes qui ont subi des agressions. En 2012 d'ailleurs, vous dirigez l'Institut de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et vous mettez en place un protocole spécifiquement dédié aux victimes de violences sexuelles. Et après, il a mis son poing sur ma gorge. Et puis après... Il a serré fortement le poing voilà, comme ça, il a appuyé fort. Il a appuyé. J'étais sous le mur et il est venu là. Ah, vous étiez contre un mur et il a appuyé fort. Voilà, il a appuyé fort. Et il vous disait quelque chose à ce moment-là? Ben, en fait, il me disait que je vais te défoncer.
Après ces entretiens, si nécessaire, vous hébergez les femmes et leurs enfants pour les mettre à l'abri de l'homme violent et vous signalez la situation au procureur. Grâce à votre méthode, les homicides conjugaux passent de 17% à 2,2% entre 2012 et 2015. Dans votre livre, vous écrivez que vos 6 années passées aux Antilles resteront à jamais gravées en vous, livre que vous dédiez à toutes les victimes de violences, celles dont c'est encore le combat quotidien, celles qui ont perdu la vie. Karine Dabadi, quand vous étiez en Guadeloupe, on vous surnommait Barbie Bouchère. Oui. Pardon de revenir sur ça, mais c'est tellement extravagant. Et ça vous faisait marrer? Alors, on pourrait dire, voilà... est-ce que... C'est sexiste. Voilà, exactement. C'est la moindre des choses. Mais, exactement. Mais en fait, dans le contexte, non, en fait. C'était les gens avec qui je travaillais, des gens qui étaient extrêmement respectueux. Je pense que Barbie, c'était... pour un petit peu dédramatiser la situation. Voilà. Mais on ne m'a jamais traitée comme une Barbie, comme on pourrait l'imaginer à travers ce terme. C'était vraiment une image en dehors du contexte. Précisément, quand vous étiez en Guadeloupe, il vous est arrivé quelque chose d'assez traumatisant. Vous racontez comment vous avez été amené à autopsier les corps de 2 femmes qui étaient, si ce n'est des camarades, en tout cas des collègues. L'une s'était suicidée après avoir été littéralement harcelée et persécutée par un homme, son compagnon, et l'autre avait été tuée, poignardée. 2 cas liés à la violence conjugale, et c'est quelque chose qui vous a enragé. Oui, ça m'a enragée parce que je me suis dit, ces personnes, je travaillais avec elles au quotidien, et je ne les ai pas assez regardées. Parce qu'en fait, on peut écouter les gens, mais les gens ne disent pas forcément tout. Et effectivement, je me suis dit, il faut que je m'améliore, il faut que je regarde plus, il faut que je sache lire, en fait, à travers, en fait, leurs mots et en regardant peut-être leur corps mieux. Mais Karine Dabadi, vous n'avez jamais de haut-le-cœur quand vous faites votre travail? C'est la question qu'on peut se poser. Par exemple, quand vous avez ce corps d'un jeune enfant de 3 ans, mort sous les coups de sa mère. Là, c'est pas un haut de cœur, c'est de la révolte. Le haut de cœur que j'ai, c'est de me dire on a tous été incompétents si on en arrive là, à cette situation. De maltraitance absolue, barbare. C'est un haut de cœur face, effectivement, à l'ensemble du système qui est passé à travers les mailles et la situation de cet enfant, comme il y a encore trop souvent, en fait. Mais, pas de l'autopsie elle-même. L'autopsie, je suis plutôt enragée et j'ai plutôt envie effectivement de faire sortir de ce corps toute la violence qu'il a pu subir, qu'il n'a pas pu exprimer par lui-même, pour que justice effectivement soit faite. Votre livre est un vrai récit, un cheminement extrêmement puissant, poignant de votre rapport intime à l'existence, à la survie. Vous avez été violée quand vous aviez 12 ans. Vous racontez du coup le rapport que vous avez à la danse, à la psychanalyse, corps et esprit entremêlés. Mais est-ce que vous vous expliquez la raison pour laquelle les Français sont fascinés par la mort? Philippe Boxeau, un médecin légiste belge, publie des livres sur la mort. Il a vendu 1 million d'exemplaires de 3 ouvrages qui sont encore en librairie. Vous, d'autres, des films. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui nous obsède? Est-ce que c'est malade, malsain? Je pense que les gens, ils ont aussi envie de comprendre. Alors, mon livre est différent, je pense, de ce que fait Philippe Boxeau. Très clairement. Voilà, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais c'est différent parce que j'ai voulu partir d'histoires vraies pour ouvrir des vraies questions de débat et d'actualité. Et j'ai voulu aussi encore essayer de parler pour certaines victimes. Et... c'est en quoi ce livre est différent, et peut-être que le public aussi l'accueillera de façon différente. Mais moi, j'ai vraiment voulu dire, voilà, on est là, on est au cœur du débat, nous les légistes, essayer de redonner de l'humanité aussi, parce qu'effectivement, à travers ce qu'on peut voir, ça peut paraître, on peut se dire, oh là, ils doivent être durs, ils ne doivent pas avoir de sentiments. Au contraire, on en a beaucoup, mais on les garde en nous pour en faire quelque chose au service, justement, des victimes et de ceux qui ne peuvent pas parler ou qui ont des difficultés à pouvoir exprimer ce qu'ils ont vécu. Alors, on va évoquer avec vous, Karine Dabadi, et avec Anna, la mort qui est devenue la star des réseaux sociaux, si tant est que vous ayez les réseaux sociaux. Oui, vous savez forcément ce qu'est un influenceur. Eh bien, aujourd'hui, il y a des influenceurs de la mort, comme Michael, qu'on va voir, thanatopracteur dans le Puy-de-Dôme. Lui, il s'occupe de préparer les corps des défunts pour leur donner une apparence plus apaisée. Et donc, il partage son quotidien sur Instagram, sur TikTok, et il cumule des centaines de milliers de vues, comme notamment avec cette vidéo sur comment fermer les yeux d'un défunt. Regardez. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu comme une lentille qu'on va placer sur l'œil et sous la paupière. On va l'enduire de crème réhydratante. Cette crème, elle colle. Donc, le couvre-œil va être recouvert par la paupière et la paupière va venir se coller sur ce couvre-œil.
Alors ça a le mérite d'être assez clair, plutôt pédagogique, sans tabou. Et donc il répond, ce monsieur, à tout un tas de questions autres que celle-ci, comme par exemple camoufler l'odeur d'un défunt, ou bien pourquoi est-ce que les défunts sont enveloppés parfois dans du cellophane. Alors vous dites précisément au début de votre livre, la vue d'un cadavre endimanché me met mal à l'aise, c'est nier la mort, ne pas la regarder en face. Est-ce que c'est si choquant que ça, que de vouloir l'embellir? Alors, c'est pas choquant de vouloir l'embellir. C'est-à-dire que nous, à la fin d'une autopsie, bien évidemment, on va veiller aussi à la reconstitution du corps, c'est-à-dire que nos ouvertures ne se verront pas, ne seront pas exposées. Et pour moi, ça fait partie du respect du corps et on lui doit ça aussi, qu'il soit bien présenté. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'effectivement, dans certaines coutumes et pratiques, il y a des veillées du corps où effectivement le corps est exposé, ou peut-être très maquillé ou habillé. Et c'est pas que ça me dérange, c'est que là, tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce qui vous donne un haut le cœur, c'est que là, en fait, quand on a une attitude quasiment de vivant sur quelqu'un qui est décédé, ça me dérange pas, mais là je réalise peut-être plus, j'ai peut-être plus de recul sur cette personne qui est décédée. Et je ne le vis pas de la même façon que la personne qui est sur la table d'autopsie, que j'essaie de faire parler. Voilà, c'est plus ce que j'ai voulu essayer de traduire. Mais bien évidemment, la personne qui est décédée, on lui doit d'être présentée au mieux pour sa famille. Voilà, par dignité. Par on dignité, doit cette dignité, effectivement. Alors on l'apprend, donc le médecin légiste, c'est aussi médecin de vie brisée. Et vous racontez l'histoire de cette femme qui s'est préparée à mourir sous les coups de son mari. Elle l'a presque intégré, elle a vu ça comme une libération. Et elle vous dit, vous m'avez volé ma mort. Cette femme m'a bouleversée et j'y pense régulièrement. Et elle a changé ma pratique aussi, je pense. Parce qu'effectivement, on a mis en place aux Antilles une procédure de signalement dès 2012. Ce qu'on fait maintenant en France que depuis 2020, enfin en France métropolitaine. Et c'est sûr que moi, faire un signalement d'une situation à un procureur, c'est quelque chose que je maniais bien, et puisqu'on le faisait depuis 2012. Et quand je reçois cette femme, pour moi, pas de doute, cette femme, elle est en situation de grand danger. Et donc, je lui dis, effectivement, bon ben voilà, je comprends que vous n'arriviez peut-être pas à faire l'ultime démarche, mais moi, je vais le faire, je vais signaler pour vous et pour votre enfant. Et là, c'est vrai qu'elle me sort ça. Il m'a volé ma vie et vous me volez ma mort. Et là, vous dites, voilà, c'est hyper violent aussi à entendre pour nous. Et en fait, oui, effectivement, j'étais en train de lui voler sa mort, mais pour mieux survivre. Cette femme, elle va très bien maintenant. Voilà, elle a pu se reconstruire. Donc, on n'est pas des sauveurs, mais en tout cas, on essaie de participer à leur reconstruction. On a l'impression que votre livre pourrait être dédié à Gisèle Pellicot. Oui. D'ailleurs, vous la citez, 10 ans, c'était lors du procès de son mari, Proxénète, qui la faisait violer par des hommes après l'avoir mise en état de soumission chimique. Mon corps était chaud, mais j'étais morte. Et vous commentez, le corps peut être mort, quoique vivant. Oui. Et d'une certaine manière, c'est une sorte de figure tutélaire, étrangement, de ce livre, tout le long. De vous, médecin légiste. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi le poids de la parole, le poids des preuves en fait qu'on demande, que la justice va demander. Et le nombre de femmes qui vont être victimes de viol et qui effectivement, par sidération, ne vont pas bouger, ne vont pas se débattre, et qui après, on va leur dire oui, mais en fait, si vous vouliez pas, vous seriez débattus, voilà. Je veux dire stop, quoi. Voilà, ça suffit, quoi. Il faut parler pour elles aussi. Chaque personne est différente par rapport aux violences, mais il faut aussi comprendre que chercher des indices et des preuves, on les cherche du mauvais côté. Voilà. Il y a la parole de la victime, ce qu'elle a vécu, comment maintenant elle s'est construite par la suite. C'est ça qu'il faut pouvoir analyser, et c'est pour ça, moi, les vraies preuves, et pas savoir si effectivement elle est allée donner un coup de poing à son agresseur. Merci, Karine Dabadi. Corps, 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 carnet d'une médecin légiste, coécrit avec Macha Serry aux éditions du Globe. Merci d'être venue dans 28 minutes. Et on va passer à un tout autre sujet, débat éco, en suggérant de taxer les ultra-riches pour éponger la dette française. Un jeune économiste de gauche, Gabriel Zucman, fait hurler les patrons, soupirer la droite et exulter le Parti socialiste. Cette proposition de taxer les très riches est-elle confiscatoire, avec un risque pour l'investissement et la productivité française, ou est-ce la clé de la justice fiscale et sociale? On a débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Instabilité politique, incertitude budgétaire et dette publique qui se creuse. L'agence de notation Fitch a dégradé la note souveraine de la France de A1- à A+, un mauvais point au moment où le tout nouveau Premier ministre se confronte à son tour à l'élaboration du budget 2026. Il va falloir des ruptures, et pas que sur la forme.
Pour éviter la censure, la partie s'annonce serrée. Sébastien Lecornu assure qu'il est prêt à ouvrir le débat sur la justice fiscale, tandis que les socialistes, qui seront reçus mercredi à Matignon, ont déjà posé leurs conditions, taxer les plus riches, comme le préconise l'économiste Gabriel Zucman. Il y a un refus de s'attaquer sérieusement au problème de la non-taxation des ultra-riches. Et on ne va pas réussir à demander aux Français de faire des efforts, quels qu'ils soient, tant que les milliardaires ne paieront pas d'impôt sur le revenu. La taxe Zucman reviendrait à taxer à hauteur de 2% les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Une proposition qui fait écho aux revendications des Français exprimées dans la rue le 10 septembre ou encore en juin dernier devant les grilles du Sénat. 500 premières fortunes françaises, 500 d'entre nous détiennent 1228 milliards d'euros d'actifs nets. Franchement, ça vaut le coup de jouer la carte de l'effort partagé. Sauf que tout le monde n'adhère pas à cette idée. C'est le cas du MEDEF. L'ancien patron, Pierre Gattaz, ne se prive pas de torpiller la taxe Zucman. Aujourd'hui, moi j'entends des partis qui veulent taxer toute la journée. C'est complètement délirant. Pour faire quoi? Pour faire remplir une baignoire qui est la France, plein de trous. Alors la taxe Zucman est-elle la solution pour remettre à flot les finances publiques? Au nom de la justice fiscale, faut-il faire payer davantage les ultra-riches? Ou cela risquerait-il d'être préjudiciable à l'économie? Nos trois invités, Lucas Chancel, bonsoir. Vous êtes économiste, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Votre prochain essai, Énergie et inégalité, une histoire politique, va paraître au Seuil le 3 octobre prochain. Selon vous, il y a un consensus très large qui dépasse d'ailleurs les clivages partisans pour faire payer les plus riches. La taxe Zucman pourrait être un instrument qui répondrait à l'injustice fiscale et qui va remplir les caisses de l'État. À côté de vous, Nicolas Bouzou, essayiste, économiste, dernier essai, La civilisation de la peur aux éditions IXO. Vous êtes clairement opposé à cette taxe qui n'est pas, dites-vous, du tout une taxe sur le revenu des milliardaires, c'est une taxe sur le patrimoine professionnel, ce qui n'est pas la même chose. Et à côté de vous, Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne. Selon vous, la taxe Zucman a le mérite de poser la question de l'égalité face à l'impôt sur le revenu. Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, s'expose à la censure s'il ne prend pas une mesure pour taxer les plus riches, peut-être même les ultra-riches. Et on démarre ce débat, Benjamin, avec le slogan du jour. Oui, c'est celui entendu dans les cortèges du 10 septembre dernier, appelant à tout bloquer, taxer les riches, version en quelque sorte française du « Eat the Rich », mangeons les riches, attribué au philosophe Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Lucas Chancel, mais de qui parle-t-on quand on parle de riches? De qui s'agit-il? En l'occurrence, ici, il s'agit de taxer le patrimoine des individus possédant plus de 100 millions d'euros. Donc c'est 1800 foyers fiscaux environ, qui correspondent peu ou prou aux 500 plus grandes fortunes françaises, puisque du magazine Challenge, qui est les chiffres qui ont été cités il y a quelques instants. Et donc ces 500 plus grandes fortunes, en fait, dans certains cas, il s'agit de familles, etc. Mais donc on est sur 1800 foyers fiscaux, donc on est vraiment sur des très, très, très riches. Donc, on n'est pas riche quand on gagne 4 000 euros par mois, quand l'avait dit François Hollande fut un temps. C'est pas comme ça que vous considérez. En tout cas, là, la mesure vise à résoudre un problème, celui de l'injustice fiscale entre les très, très, très riches et le reste de la population. Nicolas Bouzou, il faut dire que les inégalités se creusent. Ça, c'est un fait. Non. Factuel. Non. Entre les riches et les plus riches et les plus pauvres. Non, vous regardez les statistiques de l'INSEE que je pourrais mettre à disposition sur les réseaux sociaux, si vous le souhaitez, sur le revenu, sur la part du dernier décile, c'est-à-dire le 1% de la population qui a les revenus les plus élevés sur la totalité de la population, c'est tout à fait stable. Donc, en termes de revenus, non. Donc, ce chiffre-là, vous ne le validez pas? Le revenu annuel des plus riches qui a augmenté de 119% entre 2003 et 2022, 46% pour le reste de la population. Alors, il faut voir si c'est avant ou après redistribution, mais après redistribution, et là encore, je vous le dis, ce ne sont évidemment pas mes données, ce sont des données publiques, non, vous avez une stabilité pour le 1% des plus riches. Et votre voisin n'est pas d'accord? Non, je pense qu'il faut quand même, là, on parle d'une taxe sur le patrimoine. L'enjeu, là, c'est de mettre à contribution le patrimoine. Les inégalités de patrimoine au sommet, la distribution, explosent. En 2010, le patrimoine de ces 500 plus grandes fortunes était de 200 milliards. Aujourd'hui, on est à 1200
milliards. Le PIB n'a pas du tout augmenté à la même vitesse sur cette période. Le patrimoine des Français moyens n'a pas du tout augmenté à la même vitesse sur cette période. Donc on a vraiment une explosion des très très hauts patrimoines. Et ça, moi j'ai du mal à voir comment on peut s'opposer à ce constat, cette évidence. Nicolas Bouzou, parce que là, on mélange deux choses qui sont complètement différentes. Si vous prenez quelqu'un qui est actionnaire, qui a créé une très grosse entreprise, je ne sais pas, d'agroalimentaire en France, qui marche très bien, et qui rachète une entreprise indienne, son patrimoine va massivement augmenté, puisqu'il a incorporé dans son patrimoine une entreprise indienne qui se développe, etc. Et sans doute, en effet, son patrimoine aura augmenté beaucoup plus vite que le PIB de la France. Moi, je pense que c'est très bien. Je pense que nos entreprises, elles ne sont pas assez présentes à l'étranger. Donc, vous voyez, donc on compare des choses quand même. Il y a quand même sujet à discussion sur ces indicateurs. Donc, c'est pas aussi évident que ça. C'est peut-être pas aussi évident que ça, mais c'est vrai que le patrimoine des ultra-riches, il est constitué à 90% d'actions. Et donc, c'est bien ça, justement. C'est ce que je dis. Quand on parle... oui, mais quand on parle des indicateurs, c'est vrai que, et c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, justement, c'est qu'une partie de ces actions vont aussi dans des holdings, et c'est ce qui permet aux ultra-riches d'échapper, en tout cas, à une partie de l'impôt sur le revenu. Quand on calcule entre eux, tout à l'heure, on disait qu'est-ce qu'est la différence entre les ultra-riches et les très riches. Par exemple, les 10% les plus riches des Français ont en moyenne 36% de leurs revenus qui va dans les impôts, tout confondu. Ce chiffre, il tombe à entre 27 et 30% lorsque c'est justement les 0,01%. Et ça, tous ces 16 milliardaires en 96 qui sont devenus 145 milliardaires en 2025. Alors, vous allez dire, c'est bon signe. Mais... Non, je suis désolé. Mais est-ce que ça nourrit pas le sentiment d'injustice les termes du débat, mais je suis toujours pas d'accord avec ça. Je suis absolument confus. Parce que mais je vous explique parce que en fait, quand vous avez de l'argent dans une holding, c'est une société. Donc cet argent, il est parfaitement taxé au titre de cette société. Vous avez l'impôt sur les bénéfices, et si cette holding touche des dividendes, vous avez ce qu'on appelle la flat tax. Donc vous avez 25% d'impôt une première fois, plus 30% une deuxième fois. Donc de tête, ça doit faire 47%, quelque chose comme ça. Et si jamais le milliardaire en question, cet argent, il veut l'avoir dans sa poche, il se le verse, et là, il est taxé au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, alors, justement, en réalité, il y a des impôts. Le problème est là, et toute l'arnaque, si on veut, ou l'intelligence fiscale, selon où on se place du côté de la discussion, le problème est là, c'est-à-dire que quand vous êtes milliardaire, vous allez placer les revenus générés par les entreprises que vous possédez dans des holdings. Mais vous n'allez pas avoir besoin de vous verser à vous-même ces revenus, puisque une fois que vous avez 1 milliard, en fait, le deuxième milliard, vous n'allez pas forcément le consommer. Vous pouvez le laisser placer à l'intérieur de votre holding. Et ensuite, vous pouvez inventer aussi divers mécanismes pour optimiser encore davantage ces revenus. C'est l'optimisation, le mot-clé, là ? Là, on parle d'optimisation. Souvent, la frontière est floue avec l'évasion, mais on peut rester sur l'optimisation et vous arrivez au même résultat. Mais le résultat, au final, c'est quoi ? C'est que ces individus très, très, très riches ne vont pas payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Celui qui a été inventé au début du XXe siècle, et qui aujourd'hui s'échelonne avec des tranches qui vont jusqu'à 45%. Que nous payons tous l'impôt sur le revenu. Qu'une grande partie de la population française paye. Et l'absence de paiement de cet impôt explique que la facture totale, comme il était dit à l'instant, est de l'ordre de 25% du total de vos revenus quand vous êtes un milliardaire. Quand pour le reste de la population, on est plutôt à 50%. Et là, il y a une injustice fiscale fondamentale. C'est ça. Et Aurore Malval, dans la population française, il y a un ressenti en ce moment de plus en plus fort, quelque chose de vraiment tangible, un sentiment d'injustice fiscale. Je pense que en tout cas, c'est apparu de manière assez éclatante. On a ce message, on l'a vu le 10 septembre, mais on le voyait à peu près dans toutes les manifestations aussi, cette idée que ce sont toujours les mêmes qui payent, que ce sont toujours les mêmes qui sont taxés et qu'on vient prendre justement l'argent aux classes moyennes, je dirais, qui deviennent de plus en plus pauvres et je pense qu'avec aussi cette question de l'égalité face à l'impôt, c'est un petit peu un serpent de mer. Hein. Je veux dire, depuis l'instauration de l'ISF par François Mitterrand, puis ensuite d'ailleurs sa suppression par Jacques Chirac, avant qu'il soit remis, puis ensuite, je dirais, un peu édulcoré aussi sous Nicolas Sarkozy avec le fameux bouclier fiscal qui d'ailleurs lui a collé au basque, de la même manière d'ailleurs que l'impôt sur les 75%, l'impôt à hauteur de 75% pour les plus riches pour François Hollande, qui a été un échec justement total de la taxation des plus hauts revenus. On voit que c'est très compliqué. On cherche la bonne façon de répartir justement l'effort fiscal entre les différentes catégories. Un mini-point. Oui. En fait, à l'époque, il y avait un enjeu de justice fiscale. Maintenant, c'est de la justice fiscale et il y a un enjeu budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de patrimoine au sommet
il y a un enjeu à ne pas fiscaliser de manière juste ces patrimoines pour répondre au problème de la crise budgétaire. Alors, est-ce que la taxe Zuckman est la solution? Vous nous l'expliquez de manière extrêmement didactique et claire. Voilà, vous avez la dit taxe beaucoup de pour les choses, nuls. mais je vais rassembler. La taxe Zuckman, c'est donc un impôt plancher de 2% qui est prélevé sur la fortune des ultra-riches, c'est-à-dire sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. 1800 foyers concernés en France, qui représentent l'équivalent de 0,01% des contribuables. Et Gabriel Zuckman estime que cette mesure pourrait faire rentrer entre 15 et 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Mais ce qui pose question, et vous l'avez très bien soulevé, c'est ce qu'on inclut précisément dans ce patrimoine immobilier, patrimoine financier. En tout cas, l'économiste, lui, tient coûte que coûte à y inclure les biens professionnels, à savoir les titres et actions détenus par un individu dans une ou plusieurs sociétés. Et ces biens professionnels, selon lui, représentent 90% de la fortune des milliardaires. Alors, Nicolas Bouzou, est-ce que pour vous, cet impôt, c'est purement confiscatoire ? Et si oui, alors, pourquoi? C'est pas moi qui le dis. De toute façon, c'est parfaitement inconstitutionnel, puisque de toute façon, vous devez payer. Conseil, oui, bien sûr, mais enfin, dans la Constitution française, il est expliqué qu'on doit payer en fonction de sa capacité contributive. Or, la taxe Zuckman, c'est fatalement amener des gens à payer beaucoup plus que leurs revenus. Pour une raison simple, qui a été très bien mise en lumière avec l'exemple de Mistral, c'est qu'en France, on a Mistral, la chance, l'entreprise d'intelligence artificielle qui est détenue en partie par ses fondateurs à hauteur de 20-25 ans. Si vous créez une entreprise dans l'intelligence artificielle ou dans la santé qui ne gagne pas d'argent, qui perd de l'argent, donc avec des revenus, des salaires qui sont nécessairement limités. Mais si cette entreprise a des perspectives de développement très importantes, elle va valoir 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. Voilà. Et donc, vous allez vous retrouver avec des impôts à payer qui, évidemment, n'ont absolument rien à voir, qui sont très supérieurs à vos revenus. Alors oui, en France, je sais qu'on sait parfaitement faire les systèmes d'exemption, mais moi, ce type d'entreprise, si vous voulez, je pense qu'on n'en a pas assez en France. Donc dire, on va essayer de faire en sorte qu'on en ait encore moins, ça ne va pas. J'ai quand même un peu la taxe Zuckman, on n'a pas assez d'entreprises de ce type, ça risque justement d'abîmer l'énergie entrepreneuriale. Je suis un grand soutien de Mistral AI. Je pense qu'il faut qu'il y ait des entreprises françaises de la tech, de l'intelligence artificielle et dans d'autres secteurs. Mais maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on va chercher 3 ou 4 exemples qui sont importants, il faut les regarder, pour oublier le fait que, en fait, quand vous êtes un milliardaire, en moyenne, le rendement de votre milliard, c'est 60 millions par an. Là, on va vous demander, avec la taxe à 2%, de payer 20 millions. Il vous reste 40 millions, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces 40 millions. Ça, c'est les chiffres en moyenne. Il faut quand même avoir ça en tête, sur les 1800 foyers fiscaux concernés. Maintenant, Mistral AI. On parle aussi de Doctolib. Alors, ces entreprises-là, il y a des options pour régler le problème. C'est-à-dire que l'État peut dire, en fait, tant que vous n'êtes pas bénéficiaire, vous allez régler en titres. C'est-à-dire que vous allez payer les 2% en actions. Mais avant même qu'ils aient des bénéfices, c'est aussi ça qui choque aujourd'hui. C'est-à-dire avant même que mon entreprise réussisse, je vais devoir banquer. En réalité, votre entreprise, elle est valorisée. Elle a une valeur sur le marché. Et donc, si vous vendiez cette valeur-là, vous feriez une opération qui vous générerait des revenus. Donc, l'idée, c'est de dire, vous allez contribuer à l'impôt, comme l'ensemble de la population, et vous allez payer avec des titres de ces entreprises. Ça, c'est une option qui est possible. Ensuite, l'État peut se créer un fonds souverain avec ces titres. L'État peut aussi dire, en fait, je vais revendre ces titres à des résidents fiscaux français pour empêcher toute délocalisation possible. Mais pour régler ces cas très particuliers, j'insiste encore sur le fait très particulier, il y a des options possibles. Et qui sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Réaction rapide de tous les deux. Ça veut dire nationalisation, quelque part, Nicolas. Alors, 2% par an, il faut quand même que l'entreprise soit en déficit pendant des décennies pour arriver à 50%. On va laisser répliquer votre voisin. Nicolas Bouzou. Non, mais ce qui arrive dans cette que l'État récupère provisoirement. Ce qui arrive, c'est qu'on a des entreprises qui sont en déficit pendant très longtemps. Donc oui, c'est quand même une forme de nationalisation. Au passage, je ne vois pas bien l'intérêt de l'État de détenir des titres Mistral. Enfin, franchement, ou des titres de biotech ou d'entreprises comme ça, je ne sais pas comment il va les valoriser, je ne sais pas ce qu'il va faire de ces titres. L'État détient des titres de Thales. Oui, qui est une entreprise cotée, qui est une immense entreprise cotée. Elle peut les revendre des actions Mistral. Elle peut les garder aussi. Je ne sais pas si l'État a ses compétences en matière d'ingénierie financière. On verra. Deuxième chose, vous dites, ce sont des exemples rares. Mais qu'en savez-vous ? Qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas des grandes PME de province qui sont dans la logistique ou dans l'agroalimentaire, qui sont détenues par leurs fondateurs et qui valent 300 ou 400 millions d'euros ? Vous parlez de licornes qui font des mais vous voyez, d'euros. parce qu'on parle des milliardaires, mais là on parle de 100 millions d'euros avec les biens professionnels. Bouzou, il y a une fronde des patrons qui est unanime ou presque. Écoutez. Pour moi, c'est un épouvantail. Alors, ça marche politiquement parce que c'est un drapeau
de la révolte, mais ça ne fait pas fonctionner l'économie. Hein. Pourquoi casser la machine à créer de l'emploi en France? Pourquoi dire, en fait, il faut les taxer pour qu'ils se disent « je ne peux plus avoir le moral, l'envie de créer de l'emploi en France ». Bon, alors il y a des quelques patrons riches comme Mathieu Pigasse qui sont prêts à payer, mais ils sont très rares. Hein. Or, il y a plutôt une unanimité de ce côté-là. Oui, en fait, on observe actuellement une sorte de réaction, c'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, ces derniers mois, peut-être une bataille culturelle, en tout cas sémantique, qui a été gagnée par les tenants justement de cette taxe Zuckman, en tout cas de l'imposition sur ce patrimoine des ultra-riches. Ça s'est vraiment imposé dans le débat. C'est devenu aujourd'hui un totem, d'ailleurs, pour la gauche, hein, pour nouer éventuellement un accord de non-censure du gouvernement de Sébastien Lecornu. Donc on voit que là, il y a une phase un petit peu de réaction, d'autant que cette taxe Zuckman, elle a progressé quand même dans l'opinion, même de familles politiques, je dirais, qui étaient plutôt hostiles. Je pense notamment au centre macroniste, qui a avancé petit à petit, alors sans que ce soit tout à fait très clair, mais en tout cas sur cette nécessité d'aller taxer les ultra-riches. Et effectivement, il y a aujourd'hui cette fronde un petit peu, en tout cas, de dire attention, on ira... alors je ne sais pas quelles seraient les modalités d'une manifestation, effectivement, des patrons. Le MEDEF a une sortie d'abord très tonique. Le ton a peut-être un petit peu baissé derrière, mais on voit qu'effectivement, il y a une levée de bouclier autour de cette éventualité. Oui, on voit Patrick Martin, le président du MEDEF, qui dit si les impôts augmentent, il aura une grande mobilisation patronale. Il n'a pas dit manifestation, mais en tous les cas, peut-être un grand colloque. Mais Lucas Chancel, même à gauche, quand même, François Hollande dit qu'il ne faut pas en faire un fétiche, propose lui un taux à 1%. Est-ce que ça, c'est acceptable ou pas ? Écoutez, ce qui compte, je pense, c'est les principes. Le principe de taxer l'ensemble du patrimoine net des personnes et surtout pas retirer les biens professionnels de l'assiette, parce que si on fait ça, en fait, il n'y a plus rien dans cette taxe. On perd 90% des recettes. Et donc, on ne résout pas le problème de l'injustice fiscale. Ensuite, sur les taux, pourquoi le taux de 2%? Vous vous rappelez ce que c'est que l'assiette? L'assiette, c'est la somme totale dans laquelle l'État va pouvoir prélever l'impôt. Donc là, le patrimoine net des individus très très riches. Pourquoi 2%? Eh bien, ce taux, il n'est pas choisi au hasard. C'est le taux qui permet de rétablir un minimum de justice fiscale entre la classe moyenne et ses très 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 riches. C'est-à-dire qu'avec un taux de 2%, en fait, la classe moyenne et les très 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 riches vont payer le même taux d'impôt global par rapport à leurs revenus. Si vous faites moins que ça, en fait, vous ne résolvez pas ce problème d'injustice fiscale. Alors, avant la réaction de Nicolas Bouzou, on va se tourner avec Anne Ndiaye vers les autres pays. Est-ce que d'autres pays le font en Europe, taxent les ultra-riches? Oui, alors taxer les ultra-riches, c'est vrai que c'est passé de mode dans les années 1990. Plusieurs pays européens, on va le voir sur cette carte, y ont renoncé. L'Italie, l'Irlande, l'Allemagne et bien d'autres. Et à l'inverse, 3 pays, la Norvège, l'Espagne et la Suisse, ont eux conservé une taxation sur les patrimoines nets des plus riches, c'est-à-dire sur l'ensemble des biens d'un individu, déduction faite de ses dettes. En Espagne, par exemple, il existe 2 impôts, un premier pour les patrimoines qui dépassent les 700 000 € et un autre temporaire de solidarité sur les grandes fortunes, là pour les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros. En Norvège, il s'agit plutôt d'un impôt autour de 1%, inclus dans l'impôt national et qui concerne les fortunes supérieures à 1,7 million d'euros. Et puis en Suisse, les conditions là varient en fonction des cantons, mais généralement, ce sont les fortunes taxées à partir de 500 000 €. Alors Nicolas Bouzou, est-ce que si ça se fait chez les autres, pourquoi pas chez nous? D'autant plus que cette Nobel d'économie appelle quand même à montrer la voie au reste du monde. Enfin, que la France montre la voie au reste du monde. Les Nobel d'économie, en l'occurrence étrangers, qui militent pour ça dans leur pays, ils le font en France, bon d'accord. Et en plus, votre carte, vous dites les autres le font. Quand on regarde votre carte, il y en a 3. Quand même beaucoup. D'accord, il y en a 3 qui le font, mais enfin l'imposition en Suisse, vous en conviendrez, part d'un niveau qui est quand même pas exactement le niveau de la France. On est tout à fait d'accord avec des taux qui sont quand même un petit peu plus bas, mais il y a quand même une imposition. Mais bien sûr, mais en France aussi, si vous voulez, moi je remets en cause cette idée selon laquelle, au fond, les ultra-riches ne sont pas taxés. Donc je vais encore, je suis désolé, hein, je vais encore plus loin que vous dans la provocation, c'est-à-dire que c'est la justification, même si vous voulez, je la remets en cause, parce que je ne suis pas d'accord avec vous autour de l'idée selon laquelle les holdings ne seraient pas taxés et que les revenus ne seraient pas taxés. Je pense que cette idée, elle est fausse. Je rappelle que quand on est une holding, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent de la holding pour ses propres dépenses personnelles. Auquel cas, c'est de l'abus de bien social. Si vous connaissez ce genre de situation, c'est extrêmement grave, c'est du pénal. Hein. Donc, quand même, tout ça est bien. Et une taxe qui serait une taxation, mais juste ponctuelle, non pas pérenne, au nom d'une forme de solidarité. Est-ce que ce serait acceptable, ça, vu la situation absolument dramatique des finances françaises? Mais bien sûr, mais on va le faire. Mais sur les mêmes bases. Mais on va le faire. Non, pas sur les mêmes bases. Je pense qu'il faut trouver quelque chose. Ben non, je vous ai dit que si on met les biens professionnels, non, je pense qu'il faut trouver autre chose. Mais de toute façon, il faut réduire les déficits. Il est logique
que ceux qui ont le plus de revenus contribuent plus. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je vais vous dire, de toute façon, la situation politique l'exige, de toute façon. Mais je voudrais quand même rappeler que la France est le pays le plus redistributif de tous les pays. 2 tiers des Français, c'est énorme, veulent cette surimposition. Ça veut dire que politiquement, on ne pourra pas passer outre. Ah non, c'est, je pense, impossible pour que... Même si la droite n'y est quand même pas favorable. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'à droite, on a eu quand même cette idée de la justice fiscale. D'ailleurs, souvent, la droite a été un petit peu embêtée lorsqu'elle revenait sur l'impôt sur l'ISF. C'était quand même... ils étaient un petit peu gênés aux entournures. Il fallait quand même donner l'impression qu'on était pour une certaine méritocratie aussi. D'ailleurs, il y a aussi cette question, on pourra y revenir, ce que vous pensez de la taxation, justement, sur les successions. Mais la droite, on la sent un petit peu gênée. Elle a fait quelques pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle pourrait être un petit peu dépassée sur sa droite par le Rassemblement national, qui a une position, je dirais, dans ce débat tout à fait curieuse entre une aile qui est très franchement libérale, plutôt du côté de Jordan Bardella et d'autres, qui, je cite Laure Lavalette, qui dit « moins de riches, cela ne fait pas moins de pauvres ». Porte-parole du RN. Exactement. Et dans le même temps, on a Sébastien Chenu ou Jean-Philippe Tanguy qui, eux, déroulent le programme, justement, je dirais, classique du Rassemblement national, qui parle de taxer les dividendes, etc. Mais au Rassemblement national, on se dit finalement, si LR se trouvait valider cet accord, eh bien, on pourrait, nous aussi, donner des gages finalement de libéralisme auprès du MEDEF, auprès des patrons, alors que leur programme est régulièrement accusé justement par la droite LR d'être marxiste, socialiste. Lucas Champel, vous qui êtes aux côtés de Zuckerman. La dynamique de ces débats. En fait, si on regarde il y a 100 ans, quand l'impôt sur le revenu a été mis en place, au début, un taux vraiment très très faible, 2%. Ça rappelle quelque chose, sauf qu'à l'époque, c'était sur les revenus. Une grande partie du patronat à l'époque disait mais en fait on va casser le tissu économique, on ne saura pas comment mesurer ses revenus parce qu'on n'a pas le dispositif fiscal permettant de savoir qui gagne quoi, et puis on va les faire partir. Bon, ça c'était il y a 100 ans, on a vu que l'impôt sur le revenu ça a été d'un point de vue fiscal quelque chose qui a très bien marché au XXe siècle, ça n'a pas cassé l'activité, au contraire, les pays qui l'ont mis en place sont des pays... Les premiers pays qui l'ont mis en place sont des pays qui ont très bien fonctionné économiquement. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de répéter ce type de dynamique de débat. Nicolas, c'est vrai que malgré les impôts, on a un investissement massif en France, étranger. Donc voilà, une fiscalité, ça ne décourage pas l'investissement. Non, je ne suis pas du tout d'accord. On a un investissement qui est revenu. Non, on a un investissement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un investissement étranger, vous avez raison, qui est relativement dynamique en France, et ça s'est plutôt accéléré d'ailleurs ces 7 dernières années. Mais moi, mon obsession, c'est bien comprendre pourquoi toutes les grandes entreprises, à part Mistral, de l'IA, de la santé, de la robotique, vous n'en avez aucune qui est française. C'est ça mon sujet. Et moi, je veux que mon pays se développe dans ces secteurs de l'avenir et pas uniquement dans les secteurs du passé. Et vous pensez que cet impôt serait une némésis pour le développement? Ah, mais j'en suis absolument convaincu. Je vous le maintiens. Je pense que l'enjeu, là, sur ces grandes entreprises, c'est d'investir dans l'éducation, dans le système, dans le tissu, dans l'écosystème industriel qui permet cette innovation. Le message est passé. Merci. Le débat est terminé. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer un peu mieux les enjeux de cette taxe. Dans un instant, l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. L'histoire de la croix de Saint-Georges, l'emblème des croisades depuis le XIe siècle, qu'on a retrouvé ce week-end dans les rues de Londres, brandi par des manifestants anti-immigration. Et puis non-stop, 3 nonnes autrichiennes, 82, 84, 88 ans, se sont fait la malle de leur maison de retraite pour retourner dans leur couvent adoré. L'histoire est géniale. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibault Nolte, obésité, une conséquence paradoxale de la malnutrition, c'est entendu. L'obésité n'est pas sans conséquences. L'obésité est un problème majeur. Problème de surpoids ou d'obésité. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Obésité, mot apparu en France au milieu du XVIIe siècle et dérivé du latin abedere, dévorer, désigne une maladie chronique marquée par le stockage de gras superflu dans le corps, lié à un déséquilibre du bilan énergétique. Le 9 septembre, l'UNICEF a annoncé que l'obésité est devenue la première forme de malnutrition chez les terriens de 5 à 19 ans. La surcharge pondérale dépasse désormais l'insuffisance pondérale. Selon les calculs de l'agence onusienne sur le milliard d'obèses que compte la planète, c'est-à-dire avec un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 30, avant la fin 2025, la part des 5-19 ans s'élèvera à 188 millions d'individus, soit plus 15% en 3 ans. L'obésité crée un risque supérieur de cardiopathie, hypertension, diabète, cancer, anxiété, dépression, mais c'est aussi une pathologie vicieuse qui a tendance à s'aggraver.
Si 70% du surpoids prend la forme de gras, 30% se retrouvent dans l'augmentation du volume sanguin, des organes ou des muscles, augmentant ainsi le besoin énergétique. Dans ce cluedo des kilos, le coupable a été pris le doigt dans le pot de sauce samouraï. L'industrie des aliments ultra transformés, à coup de malbouffe, dans l'assiette. L'ONU dénonce ses pratiques commerciales contraires à l'éthique, son marketing alimentaire malsain, destiné à faire des profits sans égard pour la santé publique. Nutri-Score, Z. Ces producteurs d'obésité et leurs relais, hommes sandwich sur tous les réseaux, lobby dans tous les parlements, sont toujours à la conquête mondiale de nouvelles anatomies à engraisser. Par exemple, selon le journal scientifique The Lancet, en 2050, 87% des Égyptiennes seront obèses. Very bad trip. Merci Thibault Nolte. Marie-Xavier, l'heure de vos chroniques. On y va, cher monsieur Mauduit, Eurostar. On va à Londres. 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes, ont défilé samedi à l'appel du militant d'extrême droite Tommy Robinson avec l'Union Jack, le drapeau britannique, mais aussi avec le drapeau de la Croix de Saint-Georges. Oui, le drapeau de l'Angleterre. Et vous nous racontez un petit peu l'histoire de cette Croix de Saint-Georges. Oui, lourd de sens. En 1601, Élisabeth, en Angleterre, Gérard de Malines, c'est un marchand, il est proche du pouvoir. Sorte de conseiller pour les questions monétaires, décide de défendre Mordicus Saint-Georges. Oui, parce que nous sommes à un moment dans l'histoire de l'Angleterre où le pays se tourne vers le protestantisme. Vous voyez, pas une religion dans laquelle les saints ont la cote, sauf que voilà, Gérard de Malines, à l'instar de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, décide que Saint-Georges doit rester le saint patron du pays. C'était qui, Saint-Georges? Alors, Saint-Georges, c'est un martyr du IIIe siècle, c'est un soldat, un officier de l'armée romaine qui est mort pour sa foi. Et puis, à travers le temps, Saint-Georges est représenté dans l'iconographie terrassant un dragon. C'est intéressant, d'ailleurs, il faudrait creuser la question. Mais dans l'histoire, Saint-Georges aurait combattu un chef de bande aussi terrible qu'un dragon. Mais enfin, vous voyez, on simplifie les choses, ça devient un dragon. Bref, c'est à partir du XIVe siècle que Saint-Georges devient le saint patron de l'Angleterre, quand le roi Édouard III en fait le protecteur d'un ordre qu'il vient toujours de créer, c'est l'ordre de la jarretière. Donc vous voyez, le symbole de Saint-Georges devient le symbole de l'Angleterre, d'argent à la croix de gueule, c'est-à-dire une croix rouge sur un fond blanc. C'est le langage de l'héraldique, vous savez, cette science des blasons. Donc là, on a notre symbole. Regardez, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit tout en haut la croix de Saint-Georges. Vous l'associez à la croix de Saint-André, ça c'est le patron de l'Écosse, et à la croix de Saint-Patrick. Vous croisez tout ça et vous obtenez tout simplement l'Union Jack. Et pourquoi on retrouve la croix de Saint-Georges dans les manifestations d'extrême droite? Alors c'est ça qui est vraiment passionnant, parce que dans l'héraldique, on est face à un langage particulier avec beaucoup de symboles, c'est même une histoire. D'ailleurs, Saint-Georges est très populaire au Moyen-Âge, si bien que vous allez le retrouver évoqué dans plein de contextes différents. Et c'est le cas notamment lors des croisades. Imaginez, mais c'est formidable, un chevalier guerrier, un saint combattant, c'est ce qu'il faut au moment où les chevaliers d'Occident décident d'aller délivrer la Terre Sainte, et puis après, on continue comme ça, et tout simplement de défendre la chrétienté. Cette iconographie, d'ailleurs, se retrouve avec les Templiers. Vous savez, les Templiers, ils sont en armure, mais par-dessus l'armure, on retrouve ce motif de la croix de Saint-Georges. Donc, vous saisissez, d'un côté, vous avez le symbole de l'Angleterre, mais à côté de ça, les croisades, et on sait combien, depuis longtemps, les extrêmes droites se saisissent de toute cette histoire pour l'instrumentaliser, tout simplement l'utiliser à des fins politiques et idéologiques, des histoires ou des symboles ici qui se sont tout simplement croisés. Bien vu, Mauduit, merci. Chère Marie, des religieuses autrichiennes nous font rire et nous amusent et nous exaltent. Alors, 3 octogénaires, 82, 84, 88 ans, se sont tirés de leur EHPAD, enfin, leur maison de retraite. Exactement. J'ai été obéissante toute ma vie, mais là, c'est trop. A déclaré sœur Bernadette, qui a donc 88 ans, et qui a littéralement pris la clé des champs il y a quelques jours, puisqu'elle s'est enfuie de sa maison de retraite, avec ses clics, ses claques, ses petits crucifix et 2 complices, sœur Régina et sœur Rita, 84, qui ont 82. donc 86 et 82 ans. Encore mieux. Direction, toutes les 3, là où elles ont vécu toute leur existence, c'est-à-dire le château de Goldstein. C'est tout près de Salzbourg. C'est un couvent et une école de filles. C'est une institution, ça existe depuis 1 siècle et demi. Alors, depuis quelques années, il y a des petits garçons qui ont le droit de venir étudier parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Nos 3 sœurs, qui sont des Augustines de l'ordre de Saint-Augustin, étaient les dernières de leur communauté.
leur nouveau supérieur hiérarchique, qui est un prévôt d'une abbaye pas très loin, leur avait promis un droit de résidence à vie, sauf qu'il les a tout de même transférés de force, disent-elles, pour des raisons de santé, répond-il, en maison de retraite, il y a 2 ans. Alors les 3 nonnes ont commencé à s'y morfondre terriblement. Elle qui n'avait connu que ce château de Goldenstein, elle qui avait prié, enseigné et même étudié au château, puisque sœur Régina, la doyenne, était arrivée adolescente pour prendre des cours dans le couvent. Et dans sa classe, paraît-il qu'il y avait même Romy Schneider, pour la petite anecdote. Le village, tout le village est à fond derrière elle. Il y a des anciennes élèves. Ils sont venus les aider à porter leurs cartons et à les déballer dans le couvent vide. Il y a un serrurier solidaire qui les a aidés à forcer les portes de leurs cellules pour qu'elles se réinstallent. On a raccordé l'eau, l'électricité. Il y a 3 auberges du coin même qui leur livrent désormais des repas. Il y a un médecin de famille qui s'est désigné pour assurer les soins. Et puis même le maire adjoint leur a promis une petite bourse, une petite aide sociale. Bref, ces religieuses rebelles ont ému toute leur région, toute l'Autriche. Et elles reçoivent même désormais des messages de soutien de l'autre bout du monde parce qu'elles ont, vous l'avez vu, un compte Instagram. Elles documentent jour après jour leur combat pour finir leur vie chez elles. Enfin, presque chez elles, car je finis avec ces citations. Plutôt que de mourir dans une maison de retraite, je préférerais aller dans une prairie, m'étendre et entrer ainsi dans l'éternité. Ça, c'est sœur Bernadette qui l'a dit. Et quelque chose me dit qu'elle fait ce qu'elle dit. Oui, ça va pas tarder. Sœur Sourire, merci. On se retrouve demain à 20h05. Merci à tous. Tchuss.